Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Nicolas Monceau, bonjour, merci de nous accorder cet entretien. Vous êtes donc enseignant en sciences politiques à la faculté de droit et de sciences politiques de Bordeaux et vous avez publié récemment aux éditions de l'Aube et Fondation Jean Jaurès un essai intitulé « Turquie, un dilemme européen », de toute façon accessible sur le site de la Fondation. Donc nous allons parler ensemble donc évidemment de deux sujets entre guillemets du contenu de l'essai, mais évidemment vu l'actualité également de la place de la Turquie, dirons-nous, dans l'actuel conflit russo-ukrainien. Alors première question, le titre de l'essai donc est Turquie, un dilemme européen. Dites-nous en quelques mots en quoi consisterait ce dilemme. Et bonjour, merci de votre invitation. Alors le dilemme auquel est confrontée l'Union européenne face à la Turquie peut se présenter de la façon suivante. D'un côté, l'Union européenne a besoin de la coopération de la Turquie pour deux enjeux principaux, la gestion de la crise migratoire d'une part, et la lutte contre le terrorisme international d'autre part. Et dans le même temps, l'Union européenne dénonce depuis de nombreuses années l'évolution politique intérieure de la Turquie, en particulier les atteintes aux droits de l'homme et à l'état de droit par les autorités turques, certains appellent les dérives autoritaires du régime turc. Et par conséquent, donc cette position assez ambivalente de l'Union européenne traduit ce dilemme. Alors, la gestion de la crise migratoire et la lutte contre le terrorisme international, qui nécessite donc une coopération accrue avec la Turquie, s'explique bien entendu par le conflit qui a éclaté en Syrie depuis 2011, cette guerre que l'on peut qualifier de civile dans ce pays et ses conséquences, l'afflux de millions de réfugiés qui ont fui les combats sur le territoire turc. La Turquie accueillerait près de 4 millions de réfugiés aujourd'hui. Et une partie d'entre eux a tenté de rejoindre le continent européen. Et donc, il est nécessaire pour l'Union européenne de pouvoir coopérer avec la Turquie pour gérer cette crise migratoire qui a frappé l'Europe à partir de 2015. Et d'autre part, un certain nombre de terroristes de l'organisation État islamique, notamment ceux qui ont frappé la France et plus largement l'Europe, ont transité par le territoire turc depuis la Syrie. Et donc là aussi, la coopération de la Turquie sur les questions de lutte contre le terrorisme est indispensable à l'Union européenne. D'où ces positions, encore une fois, très ambivalentes de l'Union européenne, qui depuis des années dénonce la situation politique de la Turquie, mais dans le même temps a besoin de coopérer avec ce pays pour ces deux enjeux majeurs que je viens d'évoquer à l'instant. Merci. Et concernant la Turquie, la question de son adhésion, qui est, passez-moi l'expression, est un peu un serpent de mer, même si elle est plus en haut de l'agenda politique français et européen. Mais néanmoins, cette question a été et demeure clivante entre les États membres de l'Union européenne, mais également au sein de ces États membres. Pouvez-vous nous parler un peu de ces clivages et de leur évolution ? Oui, alors effectivement, depuis l'ouverture des négociations d'adhésion entre la Turquie et l'Union européenne en 2005, et même avant, le processus qui a conduit à l'ouverture de ces négociations a été long, parsemé d'embûches pour la Turquie. Et cette candidature a suscité de nombreux débats au sein de l'Union européenne, des débats souvent assez intenses et polémiques, qui ont mobilisé des arguments objectifs et subjectifs. Alors, les critères de Copenhague, en l'occurrence, mais aussi des critères plus subjectifs que certains, soit États membres, ou plus précisément les gouvernements de certains États membres, des partis politiques également, des acteurs de la société civile ont pu mettre en avant selon les périodes. Alors, ces critères plus subjectifs ont porté sur la culture, et pour être plus précisément la religion, puisque la Turquie est un pays musulman, d'où la question de l'entrée dans l'Union européenne d'un pays musulman a été débattue en Europe. La question aussi de
de la géographie de la Turquie, puisque c'est un pays qui se situe très majoritairement en dehors du continent européen sur un plan géographique. Et par exemple, certains dirigeants politiques comme le président Sarkozy a régulièrement mis en avant cet argument géographique pour s'opposer à l'adhésion turque. Des critères aussi historiques ont pu être avancés. Alors, et ce qui fait de cette candidature de la Turquie une candidature assez singulière d'ailleurs dans l'histoire des élargissements de l'Union européenne, puisque les autres pays qui ont adhéré à l'Union européenne en 2004, en 2007 en particulier, je pense en particulier, n'ont pas suscité de débat au sein des pays européens quant à leur adhésion. Alors ensuite, effectivement, selon les périodes, il y a des pays qui ont davantage soutenu l'adhésion de la Turquie que d'autres. Et globalement, alors il faudrait entrer plus dans le détail, mais on peut dire que l'Allemagne, en tout cas dans les 15 dernières années, sous les gouvernements d'Angela Merkel, a plutôt été, disons, en défaveur de l'adhésion turque, même si elle ne s'y est pas opposée. Alors, en raison de la démocratie chrétienne qui était au pouvoir en Allemagne, et donc il y a des arguments culturels et religieux qui ont pu être avancés par les gouvernements allemands à cette période. De même en France, il y a eu des variations. Alors quand les gouvernements de droite ou du centre étaient au pouvoir, j'évoquais la présidence de Nicolas Sarkozy, ils ont manifesté plutôt leur opposition à l'adhésion turque. Quand des gouvernements de gauche, et notamment le Parti socialiste, étaient au pouvoir, ils se sont déclarés plutôt favorables à l'adhésion, mais dans le strict respect des critères de Copenhague, donc avec des conditions à respecter. De la même façon, un pays comme le Royaume-Uni a pendant longtemps, ses dirigeants politiques soutenu l'adhésion. Des premiers ministres comme Tony Blair ou David Cameron ont soutenu l'adhésion de la Turquie. Alors, et puis ces dernières années, avec le Brexit notamment, il y a eu, je dirais, un certain recul du soutien des Britanniques à l'adhésion turque. Et derrière ces soutiens ou ces oppositions, des différents gouvernements, des différents courants politiques, familles politiques, des États membres, il y a aussi les conceptions de l'Europe, du projet européen qui se cristallise et qui entre en confrontation. Il y a des visions différentes du projet européen et de son avenir, de la construction d'une Europe, alors soit zone de libre-échange, soit une Europe puissance, qui également eh bien, témoigne de ses positions favorables ou défavorables à l'adhésion turque. Merci beaucoup, Lou. Justement, et là, passons du côté turc. Quelles sont les positions des principaux partis turcs? Je pense à l'AKP d'Erdogan, le CHP, Parti social-démocrate, ou le Parti nationaliste MHP, mais aussi le parti kurde DAP, je crois. Mm. Oui, alors, enfin, depuis quelques années, la question de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne n'est plus véritablement un enjeu d'actualité. En tout cas, la perspective apparaît assez irréalisable et improbable en Turquie, de même qu'au sein de l'Union européenne d'ailleurs. Ce n'est plus une perspective qui est jugée réaliste aujourd'hui. Et donc les positions des partis politiques turcs ont évolué. Globalement aujourd'hui, aucun n'est vraiment, à part le parti peut-être HDP, que vous avez mentionné, le Parti démocratique des peuples, présenté comme un parti pro-kurde. À part ce parti-là, la plupart des partis politiques turcs aujourd'hui ne sont pas favorables avec l'adhésion turque avec enthousiasme. Mais auparavant, il y avait effectivement des clivages assez importants. Et on pourrait dire que l'AKP, donc le parti au pouvoir en Turquie depuis 2002, le parti de la justice et du développement, le parti donc, du président turc Erdogan, a défendu pendant longtemps l'intégration turque au sein de l'Union européenne. C'est d'ailleurs le Premier ministre Erdogan, à l'époque, qui a obtenu l'ouverture des négociations d'adhésion en 2005 et son gouvernement a engagé des réformes en vue de conformer la Turquie aux critères de Copenhague, alors dans le sillage des gouvernements précédents, mais cette volonté de rejoindre l'Union européenne a été soutenue fortement par l'AKP durant les premières années. Ensuite, depuis maintenant le début des années 2010, on peut dire que l'AKP
Ça rejoint aussi ces critiques faites par l'Union européenne sur l'évolution du régime turc, sur les dérives autoritaires du régime turc. L'AKP semble moins favorable à l'adhésion à l'Union européenne. Le président Erdogan avait d'ailleurs évoqué la possibilité d'organiser un référendum en Turquie pour ou contre l'adhésion à l'Union européenne, et comment dire, les critiques de plus en plus récurrentes de l'Union européenne contre la Turquie, eh bien, ont suscité des réactions assez vives de la part du parti AKP et de ses dirigeants. En ce qui concerne le parti d'opposition, le CHP, donc le parti républicain et laïque, pourrait-on dire, plutôt social-démocrate aujourd'hui, il a longtemps aussi été en faveur de l'adhésion de la Turquie, alors dans le prolongement de la modernisation, de l'occidentalisation de la Turquie, qui était le projet kémaliste il y a 100 ans maintenant. Mais là aussi, on peut observer que depuis quelques années, le CHP s'est opposé de plus en plus vivement à l'adhésion turque, et notamment sur un sujet ou un enjeu central, la question de la perte ou l'abandon de la souveraineté nationale, c'est-à-dire le transfert d'une partie de la souveraineté nationale à des institutions supranationales est mal vécu par un parti qui est devenu aussi plus eurosceptique, et peut-être s'est un peu replié pour devenir un parti un peu plus nationaliste qu'il n'était auparavant. Le MHP, parti de l'Action nationaliste, qui est un parti ultranationaliste présenté comme un parti d'extrême droite en France, s'est toujours opposé à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, pour les mêmes raisons, pour défendre l'indépendance et la souveraineté nationale, entre autres, mais aussi pour défendre une certaine idée de l'identité nationale turque, de la turcité, et donc le rapprochement avec l'Union européenne et les réformes qui étaient nécessaires à cette fin n'étaient pas acceptées et soutenues par ce parti. Enfin, j'ai évoqué le parti HDP, présenté comme pro-kurde, le Parti démocratique des peuples. Lui a soutenu l'adhésion de la Turquie et continue de le faire dans une certaine mesure, car eh bien, la reconnaissance des droits aux minorités, et notamment donc aux Kurdes vivant en Turquie, eh bien, est un point extrêmement important pour ce parti, et le rapprochement avec l'Union européenne contribuerait à renforcer les droits de la communauté kurde vivant en Turquie, et à résoudre aussi le problème kurde plus largement par une voie politique. L'Union européenne appelle depuis des décennies à une résolution politique du problème kurde, et par conséquent, ce parti soutient l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne pour ces raisons-là. Face à ce que vous évoquez, face à ce dilemme européen, est-ce que la situation politico-militaire en Europe actuelle et son évolution certaine, est-ce qu'elle peut, passez-moi l'expression, rebattre les cartes? Elle peut rebattre les cartes pour deux raisons principalement. En tout cas, c'est ce qu'on voit surgir dans les débats depuis l'intervention militaire de la Russie en Ukraine. D'un point de vue militaire et sécuritaire, le fait que la Turquie soit membre de l'OTAN peut conduire cette dernière à participer à des opérations militaires, le cas échéant, en tout cas participer au dispositif de défense des pays membres de l'OTAN en Europe, dispositif qui se renforce face à la situation actuelle. En cas d'agression contre l'un des pays membres de l'Alliance, en vertu de l'article 5, qui fixe le principe de défense collective, la Turquie pourrait être amenée, le cas échéant, à intervenir militairement aussi, pour défendre un allié européen contre la Russie. Donc, le président turc Erdogan a participé à des réunions, à un sommet de l'OTAN, le lendemain de l'invasion militaire de l'Ukraine, et la Turquie, donc, eh bien, en tant que membre de l'OTAN, sera associée à
à la politique de l'OTAN, et notamment aussi un affrontement devait advenir dans l'avenir entre l'OTAN et la Russie. Ensuite, il y a un autre élément qui aussi devient beaucoup plus important dans l'actualité, c'est l'importance de la Turquie sur le plan énergétique. Face à ce débat qui prend une ampleur croissante sur l'indépendance énergétique de l'Europe, la nécessité d'assurer cette sécurité énergétique de l'Europe face à la Russie et à la dépendance énergétique d'un certain nombre de pays européens à la Russie, la Turquie peut représenter une alternative extrêmement importante pour l'Europe. D'ailleurs, déjà dans des documents de la Commission européenne, la Turquie est présentée depuis plusieurs années comme jouant un rôle vital pour la sécurité énergétique de l'Europe. Et dans l'avenir, elle pourra aussi représenter un partenaire incontournable de l'Europe pour assurer cette sécurité énergétique face à la Russie. Donc effectivement, la situation en Ukraine, cette guerre qui a éclaté depuis quelques semaines, peut avoir des conséquences potentiel très important pour rebattre les cartes en Europe et pour redéfinir les relations entre l'Union européenne et la Turquie. Alors, restons sur le sujet russo-ukrainien, et vous avez déjà un peu en partie répondu à la question suivante, c'est connaissant les relations de partenariat et de rivalité russo-turque, quelle est la position aujourd'hui de la Turquie, des autorités turques, face au conflit en Ukraine, et quel rôle pourrait-elle jouer de par cette relation rivalité-partenariat avec Moscou? La Turquie, actuellement, elle est placée dans une position que beaucoup qualifient d'équilibriste entre la Russie et l'Ukraine, parce qu'elle a développé des relations étroites avec les deux pays. Depuis maintenant plusieurs décennies, mais ça s'est renforcé beaucoup depuis l'arrivée au pouvoir de l'AKP en 2002. La Turquie et la Russie ont développé des relations très étroites, même un partenariat, on pourrait dire, multidimensionnel, alors notamment sur le plan commercial et énergétique. La Turquie est dépendante aussi de la Russie sur le plan énergétique. La livraison de gaz russe à la Turquie représente, je crois, près de 70% des ressources. Il y a aussi une coopération qui s'est faite, par exemple dans le domaine nucléaire. La première centrale nucléaire construite en Turquie est russe. Donc il y a aussi là des relations énergétiques très importantes de ce point de vue-là. Il y a aussi une dépendance dans un autre domaine, qui est celui du tourisme, puisque les touristes russes représentent aujourd'hui une manne financière, de ressources financières très importantes pour ce secteur de l'économie turque. Et par ailleurs, il y a une coopération militaire aussi qui s'est engagée avec la Russie, puisque la Turquie a acheté des systèmes de défense antiaérienne russes, S-400 à la Russie il y a quelques années, qui a suscité des réactions très vives de la part des États-Unis et de l'OTAN, des pressions exercées sur la Turquie, des sanctions aussi adoptées par les États-Unis, car ces systèmes de défense ne sont pas compatibles avec les dispositifs de l'OTAN. Donc il y a ces relations très proches de la Turquie avec la Russie, même s'il y a des divergences sur de nombreux sujets, et notamment sur la guerre en Syrie, puisque le régime russe soutient Bachar el-Assad au pouvoir, tandis que la Turquie appelle à son départ, mais aussi le conflit en Libye, ou le conflit au Haut-Karabakh, les positions des deux pays étaient divergentes. Dans le même temps, la Turquie a développé des relations avec l'Ukraine, et notamment une coopération militaire qui a conduit la Turquie à vendre des drones à l'Ukraine, lesquels ont été utilisés dans la région du Donbass contre les séparatistes pro-russes, ce qui a suscité aussi des réactions très vives à Moscou. Et donc la Turquie aujourd'hui est dans une position vraiment très ambivalente. Alors elle dénonce et condamne l'invasion militaire de l'Ukraine par la Russie. Elle soutient l'intégrité territoriale, l'indépendance de l'Ukraine, mais dans le même temps, elle n'a appliqué, contrairement aux pays européens et aux États-Unis, aucune sanction. Elle n'a pas fermé son espace aérien à la Russie, et elle n'a appliqué aucune sanction plus largement qui ont été adoptées par l'Union européenne ou par les États-Unis. Et elle a proposé d'intervenir comme médiateur dans ce conflit,
comme elle a pu le faire dans le passé sur d'autres conflits régionaux. Et à ce titre, elle a accueilli, lors du forum diplomatique d'Antalya ces derniers jours, les deux ministres des Affaires étrangères de la Russie et de l'Ukraine pour une première rencontre afin de discuter de la situation en Ukraine. Et donc aujourd'hui, elle se positionne plutôt comme un médiateur afin de rechercher des solutions à cette guerre. Si, alors ma dernière question sera consistera à faire un peu de prospective. La Turquie organise l'année prochaine une élection présidentielle et des élections législatives. Alors, au vu du contexte régional, international et de la situation économique turque, quelle perspective peut-on envisager concernant ces deux scrutins? 3 est une année qui est très importante, politique et aussi symbolique, parce que, comme vous l'avez rappelé, effectivement, c'est une année d'élection, mais c'est aussi l'année du centenaire de la proclamation de la République de Turquie, qui a été donc fondée en 1923 par Mustafa Kemal Atatürk. Et donc, c'est une année de célébration, et évidemment, il y a une dimension symbolique aussi à ces élections et à leurs résultats. Alors la situation est la suivante. D'après les échos que l'on peut avoir en Turquie, les sondages d'opinion, il semblerait que le parti au pouvoir, l'AKP, traverse une période de difficultés multiples, et donc les conditions d'une réélection du président sortant Erdogan, s'il était candidat à nouveau, ne semblent pas réunies de l'avis de nombreux observateurs. Là, on peut rappeler plusieurs éléments d'évolution qui se sont produits ces dernières années, qui tendent à accréditer l'hypothèse d'une possible alternance au pouvoir à l'occasion de ces élections présidentielles et législatives en juin 2023. Donc, d'une part, on peut rappeler la crise économique et sociale très profonde que traverse la Turquie depuis quelques années et qui ne cesse de s'approfondir. Donc une dévaluation de la monnaie nationale, la livre turque, une perte du pouvoir d'achat des Turcs qui est considérable. Et donc c'est une crise majeure que traverse ce pays et qui peut avoir un impact sur le résultat des élections, puisque l'AKP, depuis 20 ans, en tout cas les 10 premières années, a eu des performances économiques très importantes, a développé considérablement le pays, et c'est sans doute l'une des raisons de sa longévité aussi au pouvoir. Après, on peut rappeler aussi l'isolement de la Turquie sur le plan international, puisque la politique régionale de la Turquie, son interventionnisme régional, selon les Européens, en Méditerranée orientale contre la Grèce et Chypre, en Libye, au Karabakh, les tensions avec la France, avec l'OTAN plus largement, avec les États-Unis, ont conduit la Turquie à être isolée, à se retrouver isolée sur la scène internationale, et ça a aussi des répercussions, notamment sur l'économie du pays. On pourrait dire aussi que le pays, l'AKP a connu des défaites électorales, notamment en mars 2019, lors des élections municipales. L'AKP a perdu la ville d'Istanbul et d'Ankara. C'est des symboles aussi, et plus largement. Donc il y a un déclin électoral du parti qui est observé depuis ces élections de 2019. Il y a eu des dissensions internes au parti. Il y a d'anciens premiers ministres ou ministres qui ont claqué la porte, Ahmed Davutoğlu, Ali Babacan, qui ont créé des partis politiques concurrents et qui ont l'intention de présenter des candidats et se présenter eux-mêmes à l'élection présidentielle l'année prochaine. Et enfin, on pourrait dire aussi qu'il y a une certaine peut-être usure du pouvoir qui peut se manifester, puisque le président Erdogan, qui était auparavant Premier ministre, et son parti sont au pouvoir depuis 20 ans. Et donc, là aussi, il y a peut-être une volonté de changement du personnel politique qui peut se manifester. Si on en croit les sondages d'opinion, ces dernières semaines, le président sortant Erdogan était crédité de mémoire de 30-35% des intentions de vote. Alors, il peut y avoir des alliances politiques avec d'autres partis, ce fut le cas lors des précédentes élections, mais en tout cas, la situation économique, politique, sur le plan national, la situation internationale de la Turquie ne semble pas présenter les conditions pour une réélection du président ou une domination du parti AKP qui sera en tout cas dans les meilleures conditions l'année prochaine.
Nicolas Monceau, un grand merci pour vos réponses et la qualité des éléments donnés. Je rappelle donc le titre de votre essai coédité par les éditions de l'Aube et la Fondation Jean Jaurès, Turquie, un dilemme européen. Merci. Encore un grand merci et je pense qu'on aura l'occasion de renouveler l'exercice. Merci beaucoup. Merci à vous. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.